Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, cette question-là, là, est-ce qu'à 119 coups de couteau, il voulait vraiment tuer sa conjointe? Vraiment, Nicole, l'avocat de la défense nous prend pour des imbéciles. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce que non, c'est pas pour ça qu'il l'a soulevé. Et je vais te dire que c'est tout le temps une question, quand elle est soumise à un jury, là, on peut en parler ouvertement parce que la décision est rendue, ça fait toujours sourciller exactement pour ça. 119 coups de couteau. Je te fais une parenthèse. Il y a plusieurs années, j'étais dans une conférence de la magistrature. Michel Chartrand était panéliste, on s'imagine. Et il y avait eu 60 quelques coups de couteau. Et dans un vocabulaire assez imagé, il avait dit « Non, mais ça en prend combien de coups de couteau pour que ça devienne un meurtre, pas un homicide involontaire? » Alors, on avait tellement ri, mais la notion ici pour laquelle ça a été ouvert. Pourquoi on a ouvert un meurtre deuxième degré et un homicide involontaire? Tout ça était pour étant donné qu'il était clair en preuve qu'il avait 1,75 grammes de cocaïne dans le corps et qu'il y avait comment est-ce qu'on dirait bien ça? Les câbles s'étaient touchés. C'est ce qu'il disait. Quand les câbles se touchent, l'intention criminelle, et c'est là que c'est intéressant, mais le jury n'a pas adhéré à ça du tout, là. L'intention criminelle peut être diminuée à un homicide involontaire coupable. Alors, c'est une notion de droit qui existe. Alors, dans les circonstances, oui, il pouvait l'invoquer, mais il restait, cette preuve-là, c'est le jury qui devait évidemment l'étudier, bien la comprendre. Ils ont tout entendu, ils ont tout vu, ils ont compris, et puis pour eux, il en était même pas question, c'est un meurtre deuxième degré. Et là, on peut dire que oui, 119 coups de couteau, avec le mobile qu'on comprend, il y avait des choses qui s'étaient passées, il y avait elle le mettait en garde de sa consommation. Et ce qui est désolant, c'est que, tu sais, quand on lit comment ça s'est passé, indiquer à sa conjointe de s'asseoir, se tourner, il y avait une surprise. Et 119 coups de couteau, puis en interrogatoire, il dit « Ben, j'ai pas arrêté parce que je voulais mettre fin à ses souffrances que lui-même avait commencé. » Alors, le verdict, à mon avis, a été bien rendu et compris par les jurys, là, qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir disjoncté avec la cocaïne, mais qu'il y avait probablement une intention claire de mettre fin à ses jours dans les circonstances. Merci, Nicole, de le dire. Je pense que, tu sais, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. 119 coups de couteau. Tu sais, nous prends-tu pour des épais? Là, vraiment. Hey, bref. OK. Excuse-moi, là, mais bon, la non, mais je soleil, comprends, Benoît, je comprends. Je comprends parce que la population en général a la même réaction. C'est tellement normal. On l'explique, le jury a fait sa job, puis c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Oui, absolument. Chronique du soleil, le juge qui en a eu assez. À quel sujet? Oh que oui. Là, ça, je suis contente de pouvoir en parler avec toi, parce que ça, c'est un sujet qui te fait allumer comme tout le monde. La DPJ. Là, il est tanné, le juge, là, de se faire embourber, dit-il, et de se faire raconter des choses par l'intervenant de la DPJ dans ce dossier-là. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de nom, là, parce qu'on ne peut pas identifier les gens, c'est bien évident. Mais ce qu'il a dit dans cette décision-là est assez important pour avoir fait, évidemment, la une du Soleil, le Nouvelliste, puis beaucoup de journaux de cette nature, parce que l'intervenante est venue dire non, est d'abord venue dire que oui, un enfant de 10 ans pouvait serait placé, bon, etc. Ça fait 4 fois qu'on changeait cette jeune fille-là de place. Et quand on a étudié un petit peu plus l'affaire, dans quel foyer, où, quand, comment, ben là, c'était tout ambigu. C'était pas comme ça que ça se passait. Et là, le juge a perdu patience en disant, non, regarde, là, ça fait 7 fois. Il y a une ordonnance
à respecter. Puis je sais pas ce que vous comprenez pas, mais une ordonnance de la Cour, là, c'est pas une prescription dans une pharmacie, là. On peut peut-être aller la chercher ou pas, ou on peut, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut décider par soi-même. Une ordonnance de la Cour, c'est un ordre de la Cour. Pourquoi vous le respectez pas? Et sa réponse, je dis que j'aurais sauté moi aussi, là. Ben, et on les suit pas, puis ma chef a dit la même chose que moi. Ma chef. Et je sais très bien que c'est pas ce qu'on va entendre. Il faut quand même avoir un peu de réserve sur le banc, comme on dit, là. Mais ça bouille là, dans la tête dans ce temps-là. Quand on dit non, on les suivra pas, vos ordonnances, et ma chef non plus a dit que la chef a dit que j'avais raison. C'est aberrant. Alors, puis là, on parle d'enfants. On parle de placer des enfants. On parle d'un enfant que ça faisait 4 fois. Puis on parle de l'intérêt de l'enfant. Alors, il y a eu plein d'exemples dans cet article-là qui dit, regarde, c'est pas la première fois que ça arrive où ils suivent pas des ordonnances. Là, il est temps que quelqu'un secoue, que ça soit, tu sais, est-ce que, c'est pas at large, là, je m'excuse l'expression, mais je sais très bien que c'est pas tous les intervenants de la DPJ, c'est pas tous les DPJ à travers le Québec, loin de là. Mais quand ça arrive, ben, ça donne un très, très mauvais goût. Parce que malheureusement, on parle d'enfants puis c'est très vulnérable. Alors, le juge qui a fait, il a dit, garde, t'es pas capable de me dire où, vous êtes pas capable de me dire dans quel milieu exactement. Ben, moi, je la laisse chez sa mère. C'est pas plus dangereux chez sa mère, qu'elle connaît, puis qu'elle est déjà restée avec sa maman. Alors, je la laisse là, puis vous ferez ce que vous avez à faire. Lorsque ça sera clair, net et précis, vous resterez. Vous viendrez me le dire. Mais le message, Nicole, c'est que la DPJ se place elle-même au-dessus de la loi. Ben, c'est exactement le message et c'est exactement ce qui a été dit. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment renversé, c'est que ça serait pas une seule fois. Il y aurait d'autres avocats qui plaident régulièrement devant le tribunal de la jeunesse qui ont donné des exemples dans cet article-là. Puis ça m'a bouleversé parce que je peux pas comprendre qu'on reçoit un ordre du tribunal puis qu'on s'en fout carrément, qu'on se pense au-dessus de cet ordre-là. Et quand on parle d'enfants, on est très allumé, là, surtout après tout ce qui s'est passé dans les dernières années. On ne veut pas lire ce genre d'article-là. Et on espère que ça va avoir secoué, entre autres, cette région-là ou cette partie-là de la DPJ. Et donc, quelles sont les conséquences là, pour les fonctionnaires de la DPJ dans ce cas-là? Ben, je me suis posé exactement la même question. Je sais que, comment je te dirais bien ça, du haut de ma tête, je te dirais, vous suivez pas l'ordonnance, je vous cite outrage au tribunal, mais tu sais, on garage pas des citations d'outrage au tribunal à gauche pas à droite tout le temps quand il faut réfléchir à tout ceci. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'une ordonnance qui est pas suivie, normalement, on l'entend dans d'autres dossiers. Si vous suivez pas l'ordonnance, vous êtes passible d'un outrage. Je l'ai déjà invoqué en disant des choses comme ça, mais parce que on est plein d'impatience, on n'en revient pas que quelqu'un nous dise « Non, je ne suivrai pas votre ordonnance ». Donc, il n'y en a pas de conséquences. Ben, il va peut-être en avoir. Je ne veux pas aller au-devant des coups, là, mais oui, il y aurait peut-être une conséquence si, effectivement, on prend les mesures nécessaires pour le faire. Puis dans quel contexte exact? Comme je dis, je ne vais pas aller au-devant parce que je ne sais pas tout le détail. Mais une chose certaine, c'est qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Puis ça, il faut que ça soit bien compris. Excuse-moi, Nicole, ils sont au-dessus de la loi s'il n'y a pas de conséquences. Ouais, j'ai hâte de voir comment on va... T'as raison. J'ai hâte de voir comment on va faire dans ce dossier-là en particulier. Quelle suite y a-t-il? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'on va faire suite à ça? Avant ça, juste avant ça, qu'est-ce que tu as dit? T'as raison. Merci. Yes, sir. Ah! C'est ça que tu voulais entendre. Ouais, c'est juste ça que je voulais entendre. Non, mais c'est troublant. Ton histoire est troublante parce que s'ils respectent pas l'ordonnance du juge, ça veut dire qu'ils se placent au-dessus de la loi. Et s'il n'y a pas de conséquences, ça veut dire qu'ils ont raison de se placer au-dessus de la loi parce qu'on s'en fout. Oui, puis quand on parle d'enfants, on n'aime pas s'entendre ça. C'est pour ça que j'espère qu'il va y avoir un suivi. Parce que c'est beau de faire un article, c'est beau d'avoir constaté, c'est beau de s'être choqué sur le banc, c'est beau d'avoir dit ma chef, etc. Mais il arrive quoi après?
Arrive quoi? Ben, exactement. Alors Hey, ça, je te laisse ça. Non, te laisse OK, ça. mais on se met là-dessus. Là. Chacun, le premier qui a une nouvelle, là, on s'en reparle parce que je trouve ça fondamental, moi. Y a-t-il une loi? Ben oui. Le juge a-tu plus de pouvoir que la DPJ au Québec? Je pense que c'est la question du jour. En tout cas, cet article-là est percutant. Puis oui, je suis d'accord avec toi. On va regarder ça. T'as Parfait. raison. Oh, mon Dieu! 2 fois dans la même journée. Ça me fait plaisir. Merci, Nicole. Bye. Salut.